bon réveil. Merci de nous avoir choisis ce matin pour vous réveiller et pour vous informer. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité depuis Tel Aviv et voici ce qui nous attend. La colère des pays arabes modérés contre Daesh monte d'un cran après la Jordanie. C'est l'Égypte qui frappe des positions de l'État islamique et on se pose cette question ce matin. Est-ce que l'islam modéré va s'unir pour lutter contre l'islam radical ? Et puis 1 mois après les attentats de Paris, le climat antisémite continue de se détériorer en France. Un journaliste israélien a décidé de mener une expérience, se promener dans les rues de la ville, arborant la kippa et un châle de prière. Les images, vous allez le voir, font froid dans le dos. Enfin, YouTube fête ses 10 ans. La plateforme de partage de vidéos a changé la face d'Internet. Elle a fait des stars, créé de toutes pièces des phénomènes planétaires. YouTube, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Décryptage de ce géant en fin d'édition. Voilà, bonjour à vous et bonjour à nos invités. Ali Waket, spécialiste du monde arabe, merci d'être avec nous. Merci à Yitzhak Levanon, ancien diplomate israélien, notamment ambassadeur d'Israël en Égypte et spécialiste du monde arabe. Merci d'être avec nous. Bonjour à Cyril. Bonjour Barbara. On se plonge dans la presse régionale avec vous, comme tous les matins, et on commence par la presse égyptienne, en deuil au lendemain de l'exécution de 21 de ses ressortissants. Oui, une presse en deuil après la décapitation des 21 coptes égyptiens en Libye. Un bandeau noir d'ailleurs recouvre ce matin la une du quotidien Al-Masri Al-Yaoum, l'Égyptien aujourd'hui, une vengeance à l'aube. Voilà le titre choisi par le journal qui annonce que les F-16 égyptiens mènent depuis hier d'intenses frappes aériennes, des raids qui, selon le quotidien, auraient fait au moins 50 morts dans les rangs des djihadistes libyens. Alors toujours en une du même journal, cette image forte du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi venu présenter ses condoléances au pape Tawadros, la plus haute autorité de l'église copte égyptienne. L'Égypte essuie les larmes de l'église, écrit le journal, alors que vous le savez, la présidence égyptienne a décrété 7 jours de deuil national suite au massacre de ses 21 compatriotes. À la une du Tahrir, la gazette libérale Kerot, l'image d'un F-16 flanqué elle aussi de ce titre, l'armée console les Égyptiens en frappant Daesh. Idem pour le Chourouk, l'armée pilonne les bastions de Daesh en Libye. Voilà donc pour une presse égyptienne en deuil et très en colère ce matin après la vidéo effroyable de ces 21 coptes égyptiens exécutés en Libye. Alors on va en reparler dans un instant, mais on passe à la presse israélienne pour l'heure avec le discours de Netanyahou au Congrès qui continue d'alimenter les commentaires ce matin. Oui, notamment ceux du quotidien de gauche à Haaretz avec cet article, l'ambassadeur d'Israël à Washington que vous voyez sur cette photo aux côtés de Binyamin Netanyahou. Il s'appelle Ron Dermer, c'est un proche du chef du gouvernement israélien. Il a estimé que la volonté de Binyamin Netanyahou d'influencer l'accord en gestation entre les puissances occidentales et l'Iran valait le risque d'affecter les relations bilatérales avec les États-Unis. Il s'est entretenu avec des ambassadeurs israéliens ici à Jérusalem. Et dans ce contexte, d'ailleurs, le président de la commission électorale, le juge Salim Djoubran, un juge de la Cour suprême, a décidé que le discours du Premier ministre, qui doit être donc prononcé le 3 mars prochain, quelques jours avant les élections législatives anticipées, serait retransmis en Israël, mais avec un retard programmé de 5 minutes. Tout cela pour prévenir toute tentative de récupération électoraliste, le temps de permettre à la censure de couper le son à Binyamin Netanyahou si jamais il devait s'aventurer dans une campagne électorale, dans une propagande électorale durant son discours. C'est la loi. Et on termine par l'éphéméride du jour. Cyril, c'était il y a 44 ans. Exactement, jour pour jour, puisque c'était un 17 février 1970, nous quittait Shai Agnon à l'âge de 83 ans. Shai Agnon, c'était le premier écrivain de langue hébraïque à avoir remporté le prix Nobel de littérature en 1966. Merci Cyril, vous restez avec nous. On parle à présent, je vous l'ai dit, de la colère des pays arabes contre Daesh qui est montée d'un cran hier après la Jordanie. C'est donc l'Égypte qui a commencé hier à frapper des positions de l'État islamique en Libye, et ce en réaction immédiate, on l'a dit, à l'exécution de 21 coptes égyptiens. Mathias Silvar. Les réactions n'ont pas tardé après l'opération égyptienne en Libye, à commencer par la Ligue arabe qui soutient le Caire.
Ce qui s'est passé est un acte terroriste barbare et sauvage qui remonte à l'âge de pierre. Et je ne peux pas imaginer qui ferait cela. L'Égypte a le droit de se défendre et le pays doit prendre des mesures contre ce type de terrorisme mené par les fondamentalistes. Mais à Tripoli, ces frappes égyptiennes ont été condamnées. Nous condamnons avec fermeté l'opération égyptienne sur notre territoire dans la ville de Derna. Nous considérons qu'il s'agit d'une attaque contre notre souveraineté. Quelques heures plus tôt, des avions de chasse opéraient contre des positions de l'État islamique en Libye. Selon le communiqué, ces frappes visaient des camps et des lieux de rassemblement et des dépôts d'armes de Daesh. Le maréchal al-Sisi avait ainsi prévenu que la décapitation de 21 coptes égyptiens de confession chrétienne ne resterait pas sous silence. Le président égyptien a souhaité d'ailleurs dans le même temps se rendre auprès d'une communauté copte déjà victime de violences ethniques causées par les frères musulmans. Ce n'est pas la première fois que les avions de chasse égyptiens frappent une Libye laissée au chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Il y a quelques mois, le Caire s'était alors rangé derrière la version américaine, selon laquelle ce sont les Émirats arabes unis qui avaient conduit ces frappes en Libye en utilisant des bases égyptiennes. Une opération cette fois confirmée par les autorités militaires égyptiennes, le jour même où le président doit officialiser un contrat d'achat de 24 Rafales français pour un montant de 5,2 milliards d'euros. Voilà, on l'a vu depuis hier, Yitzhak Levano, les avions de chasse égyptiens ont donc frappé la Libye. Est-ce que l'Égypte va aller plus loin ? Regardez, je crois qu'on est en face d'un certain phénomène que je voudrais attirer l'attention. Le premier facteur, c'est qu'on a vu que l'État islamique se propage en dehors de ses frontières originaux, qui étaient l'Irak et la Syrie. On le trouve à la frontière libanaise, on le trouve dans le Sinaï, on le trouve maintenant en Libye. Et ensuite, il y a eu une métamorphose dans ce système. Au début, c'était Daesh, le ISIS, maintenant c'est l'État islamique, avec des vilayets, les vilayets du Sinaï, le vilayet de Libye maintenant. Et le second phénomène qu'on trouve, c'est que s'ils s'installent fortement en Libye, ils seront très proches de l'Europe. Parce que bon, c'est rien de traverser la petite zone de la Méditerranée. Et il y a des gens qui le font avec des petits canaux. Et donc je crois qu'il y a un phénomène ici qu'il faut prendre en considération et que l'Égypte fait partie de la coalition et elle a un problème, que ce soit de sa frontière occidentale, que ce soit la Libye, qui a été toujours un problème pour l'Égypte, et ensuite dans la partie est, dans le Sinaï. Donc l'Égypte, elle est coincée entre les deux, elle n'a pas d'autre choix que de réagir. Et je pense en considérant aussi en considération les problèmes à l'intérieur de l'Égypte qui ne cessent d'arriver chaque jour. Et ce sont les frères musulmans qui ont opté pour l'hostilité et la violence à l'intérieur de l'Égypte. Donc il faut prendre tout ça en considération. L'Égypte et Al-Sisi, un compte ouvert avec les islamistes. On a évoqué les frères musulmans, on parle de Daesh aussi. Al-Sisi est très remonté contre ces djihadistes. Est-ce qu'il va aller plus loin ? Je veux commencer, Barbara, s'il vous plaît, avec la Libye. L'État islamique en Irak, l'État islamique en Syrie, ce n'est pas pareil comme l'État islamique en Libye. Malgré tout ce qui se passe en Irak, malgré tout ce qui se passe en Syrie, il y a en Syrie et en Irak un pouvoir central, un gouvernement central qui peut-être ne contrôle pas la totalité du territoire national, ce qui n'est pas le cas en Libye. En Libye, si jamais les efforts de l'État islamique d'essayer de regrouper toutes les milices islamistes sous le drapeau de l'État islamique pour faire régler non pas seulement les lois de la charia vues comme elles sont vues par les yeux de l'État islamique, mais fonder un émirat islamique à la frontière, comme l'a dit M. l'ambassadeur, de l'Europe, mais à la frontière ouest avec l'Égypte, ça peut changer l'équation, ça peut changer l'ordre du jour et du jeu dans la région. Maintenant, en ce qui concerne l'Égypte, pour continuer ce que je viens de dire, si jamais les islamistes de l'État islamique restent comme une organisation de guérilla qui lance ici ou là-bas une opération, une décapitation, ça ne va pas changer la donne. Mais si les islamistes en Libye s'organisent pour former un front contre l'Égypte, et on a vu l'été dernier les armes de la Libye,
La Libye qui était, même avant la révolution de 2011, fort armée, Muammar Kadhafi, les fonds qu'il a versés pour armer ses forces militaires. Les armes des milices libyennes ont abouti aussi la bande de Gaza, ce qui signifie qu'il aboutisse l'Égypte sans problème. Et le défi auquel doit faire face le régime égyptien sera beaucoup plus important. Le compte de Sisi ne va pas changer à cause de cette opération. C'est peut-être la colère. On a vu des frappes égyptiennes, mais les frappes égyptiennes en Libye ne sont pas les premières. Ils ne sont pas venus seulement à la suite de cette exécution des chrétiens égyptiens. Vous êtes d'accord avec ça? La réaction égyptienne va dépendre de ce qu'ont vont faire les islamistes en Libye? Bien sûr, l'Égypte n'a pas attaqué la Libye sans que l'État islamique aurait décapité ces gens. Parce que bon, ils sont là-bas. Même avant cette décapitation, l'armée de l'air égyptienne a attaqué à plusieurs reprises en Égypte, sur toutes les frontières. C'est vrai, mais c'était pas les gens. Ils ont dénié à propos. Mais c'était pas les gens de l'État islamique. Ils ont voulu aider, disons, le pouvoir entre guillemets central de la Libye. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un chaos complet. Mais maintenant, il y a une nouvelle donne pour l'Égypte dans les yeux de Sisi. C'est le danger dans les deux frontières. Est-ce qu'il va pouvoir mener les deux fronts parallèlement? Regardez, premièrement, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de faire résistance. Je crois que oui, l'armée égyptienne, elle est grande. L'armée égyptienne, elle a besoin de renseignements, elle a besoin d'effectifs, elle a besoin de tout. Alors, on ne peut pas le faire seul. Mais je crois que Sisi ne peut pas faire marche arrière. Il ne peut pas le faire. À cause de la pression populaire. En attendant, il a demandé l'aide de la coalition internationale. Regardez, la coalition internationale, il faut le mettre sur le tapis. Ça fait quelques mois, ça fait 6 mois ou 7 mois qu'elle a commencé à faire cette attaque. Et franchement, ils n'ont pas arrivé à arrêter l'État islamique. La seule place où on a vu que l'État islamique a fait marche arrière, où ils ont été délogés, c'était à Kobani. Donc, ce qui signifie que seulement s'il y aura des forces terrestres, on pourra le faire. Le second problème, c'est que, et là, je crois que Sisi devrait œuvrer dans ce sens-là, il y a la question des tribus. C'est très important dans le Moyen-Orient. Si vous prenez les tribus entre l'Égypte et la Libye, il y a la même tribu qui chevauche sur la frontière entre l'Égypte et avec la Libye. Mais on a en Jordanie, on a en Irak, on a en Syrie, ce sont toutes les tribus. Si on ne mobilise pas les tribus à côté de cette force contre l'islam radical, ce sera très difficile de le faire. Alors vous parlez des forces locales qui viendraient en aide, entre guillemets, à la coalition internationale. Sous la formation de forces islamiques qui veulent déloger l'islam radical. Alors voilà, qui porte atteinte à l'islam. Vers ça, une scission claire et nette entre l'islam radical et l'islam modéré régional qui s'unirait contre cet islam radical que représente Daesh. Je ne crois pas que la terminologie islam modéré, islam violent, c'est la meilleure terminologie. Parce que tous les États arabes, tous les États musulmans, ils ont catégoriquement critiqué ce que Daesh dit et qu'ils disent qu'il n'est pas l'islam. Ce n'est pas qu'il est un islam violent. Il n'est pas l'islam du tout. Donc c'est une situation qui est complètement différente. Je crois que la coalition internationale, avec les forces islamiques et des pays arabes, bien sûr, on peut le faire. Parce que la lutte, c'est pas seulement envoyer de l'infanterie ou bien les chars, etc. Il y a l'intelligence, il y a l'éducation des peuples, il y a la presse, il y a beaucoup de choses de faire. Donc si on concentre tout cela avec l'aide des forces locales, des tribus qui sont importantes, en Irak, on le fait, ça réussit en Irak. Les forces locales vont s'allier pour lutter contre Daesh? Bon, pour le moment, les forces locales, dans leur majorité, s'allient avec les islamistes radicaux, comme vous le dites. On a vu le cas dans la province d'Al-Anbar, en Irak, où les grands tribus sont alliés à l'État islamique contre le pouvoir central en Irak. C'est vrai qu'en Irak, il s'agit aussi de la question sectarienne qui n'est pas présente en Égypte, mais même au Sinaï, Barbara, les tribus, pour le moment, c'est le berceau des islamistes et des djihadistes au Sinaï. Donc pour le moment, le pouvoir central égyptien n'a pas réussi à faire employer les tribus à ses côtés. Pour le moment, les tribus donnent le soutien aux rivaux du pouvoir central, voire aux djihadistes. Pardon. La question, Barbara, pour l'Égypte, jusqu'à quelle mesure peut continuer Abdel Fattah Sisi, qui a été élu sur 2 tickets principales. Une, la question sécuritaire. Il a promis aux Égyptiens de mettre fin au chaos sécuritaire, chose que pour le moment, il est loin de l'achever. Et 2, la question économique. Quand l'armée égyptienne se munit d'avions français d'une
une somme de 5 milliards de dollars. Cette somme va manquer au marché égyptien, va manquer au projet économique égyptien. Et dans cette équation entre... Les Émirats vont payer. Les Émirats auraient dû payer des projets financiers et économiques et sociaux de l'Égypte. Donc, dans cette équation entre les dépenses sécuritaires et les dépenses d'ordre social et économique, pour le moment, Abdel Fattah Sisi, comme l'a dit Yitzhak, il n'a pas le choix, il doit donner la priorité, toute la priorité à la question sécuritaire, ce qui signifie que son front interne, les frères musulmans vont utiliser le fait qu'il n'est pas pour le moment en position de dépenser et d'investir dans les couches sociales les plus basses, celles qui attendaient un changement et celles qui ne voient pas le changement arriver pour le présent. Qui va renforcer l'islamisme sur place en Égypte, regardez, qui va déstabiliser le pouvoir d'Al-Sisi. Regardez, le problème en Égypte, j'aimerais bien le diviser en deux. Il y a le problème interne. C'est la lutte acharnée entre Sisi et ses acolytes contre les frères musulmans. Ça fait un an et demi, à peu près 2 ans, que les frères musulmans ont réussi à maintenir une certaine pression populaire par des manifestations, par des moyens d'hostilité et de violence. Ça continue. Ça, c'est le vrai problème du Sisi. Ça, c'est le vrai danger, disons, pour mobiliser les islamistes à l'intérieur de l'Égypte, ou bien qu'ils deviennent beaucoup plus grands, les frères musulmans, et porter atteinte, disons, au pouvoir ou à la légitimité du Sisi. Ça, oui. Si Sisi arrive à arrêter l'État islamique avant qu'il traverse le canal de Suez, et s'il arrive à les arrêter à la frontière libyenne, Sisi pourra vivre avec ces 2 données. Il n'y aura pas de problème pour Sisi. Il peut continuer à les attaquer, il peut continuer à les bombarder, mais il peut continuer à avoir la légitimité sur place. Le vrai problème, c'est la légitimité à l'intérieur. On voit déjà que, disons, son régime ou son pouvoir est en train d'être un tout petit peu... Enfin, ça balance, mais disons un petit tremblement de terre, c'est pas un catalyseur. L'état de grâce, en tout cas, de cette première année au pouvoir est en train de se dissiper. C'est fini depuis assez longtemps. Il doit montrer, il doit faire et que la population attend. Et cette question avec la Libye, il a renforcé, disons, sa popularité en attaquant à l'intérieur de Libye, mais c'est temporaire. Barbara, Yitzhak Lebanon a parlé d'un tremblement de terre. Je pense que le tremblement de terre, Sisi ne l'a pas subi encore. Ces derniers jours, on voit des signes en provenance de l'Arabie saoudite, comme si le nouveau roi était en faveur de repenser un dialogue avec les frères musulmans. Quand on suit la presse saoudienne, du coup, on entend parler que l'Arabie saoudite a été le pays qui a accueilli les frères musulmans quand ils étaient chassés de l'Égypte par les présidents Nasser et Sadat, d'un côté. De l'autre côté, Abdel Fattah Sisi n'a pas été accueilli dans les funérailles du roi Abdallah. Il était venu plus tard, c'est vrai, mais il y a une certaine tension due aux certaines vidéos publiées par Al Jazeera sur les propos d'Al-Sisi sur les fonds utilisés par l'armée égyptienne, les fonds versés par l'Arabie saoudite et les Émirats du Golfe. Et deux, Barbara, quand les États-Unis accueillent une délégation proche des frères musulmans, selon les Égyptiens, c'était une délégation officielle des frères musulmans qui est en visite à Washington, c'est un signe très clair de la part des États-Unis et de l'Arabie saoudite que toutes les cartes sont ouvertes, toutes les possibilités. Alors, justement, sont sur ces cartes qui seraient en train d'être redessinées, sur ces islamistes et cet équilibre de force qui est en train d'être redessiné, on l'a vu, les islamistes, Daesh, les frères musulmans ont pris le pouvoir à chaque fois où il y avait un manque de gouvernement fort, un manque de gouvernement central. C'est le cas en Libye notamment. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les frontières actuelles du Moyen-Orient soient redessinées avec cette nouvelle géostratégie? On pense évidemment à la Libye, on pense au Kurdistan, à cheval entre ces frontières moyen-orientales. Est-ce que Daesh va changer la donne de la carte régionale? Regardez, si vous insinuez que les frontières de Saxe-Picot signées en 1916 vont être redessinées officiellement, ma réponse, elle est non.
Si vous prenez enfin Ils sont déjà partiellement d'ailleurs. Non, enfin, c'est ce que je viens de dire. Si vous prenez la situation sur le terrain, concrètement, il n'y a plus de ces frontières-là. Enfin, le cas du Kurdistan, le cas de l'État islamique en Irak et en Syrie. Mais je ne crois pas que ça va être redessiné de façon officielle comme elle a été en 1916. Ou disons, si on va trouver des solutions, supposons de façon hypothétique qu'on va trouver des solutions sur la question de la Syrie ou sur le problème de l'Irak, etc., j'en doute carrément que ces frontières vont être redessinées. Parce que pour redessiner ces frontières, il faut prendre en considération ce qui s'est passé pendant les dernières 100 années. Les dernières 100 ans qui ont passé au Moyen-Orient, il y a eu une relocation, disons, des tribus, des ethnies, des choses qu'il faut prendre en considération, et c'est très compliqué. Donc je crois que sur place, il y a un changement sur le terrain à cause des frères, à cause de l'État islamique, mais j'en doute que ça va être redessiné de façon officielle. Mais parlez en tout cas, Ali, d'échec de ces États constitués tels qu'ils existent depuis 100 ans. Ça, c'est sans doute. Il y a un échec dû, à l'effectif ethnique et à la composition ethnique de ces États et du fait que des minorités ont contrôlé des majorités, comme c'est le cas, par exemple, en Syrie et comme c'est le cas en Jordanie et dans plusieurs pays. Mais la grande question, à mon avis, est-ce qu'on voit une seconde pensée de la part de l'Occident. L'Occident qui, dans les années 2005-2006, quelques années après les attaques du 11 septembre aux États-Unis, les États-Unis notamment, il y avait une bonne partie de l'administration américaine qui a pensé que le meilleur moyen de battre les islamistes djihadistes salafistes, c'était par l'islam politique modéré, les frères musulmans. L'ambassadeur égyptien qui n'a cessé de visiter les frères musulmans emprisonnés en Égypte a entamé un dialogue avec les islamistes, un dialogue qui a abouti avec la montée au pouvoir des frères musulmans. L'ambassadeur américain, bien sûr. L'ambassadeur américain en Égypte. L'ambassadrice et l'ambassadeur, non, c'était pas l'ambassadeur, vous avez raison, par le biais des symboles des oppositions comme Azzeddine Ibrahim et autres, si l'Occident et les États-Unis reprennent cette option, on est face à un nouveau changement. Les frères musulmans, malgré l'oppression, ne disparaissent pas ni des rues, ni des élections. Pour les élections en Égypte, ils seront présents sur les listes indépendantes. Regardez, le vrai problème avec les frères musulmans, et je le vois avec les États-Unis. Et c'est vrai que c'est, à mon avis, et je comprends très bien pourquoi les Égyptiens sont furieux contre les États-Unis pour avoir reçu une délégation lorsque les Égyptiens disent que ils sont hors la loi et c'est une organisation terroriste. Et secondo, les Américains n'ont pas avisé à l'avance, disons les Égyptiens ou le Caire, que comme quoi ils vont recevoir ces délégations. Et là, il y a un vrai problème parce que les Américains n'ont pas toujours changé d'avis que les frères musulmans doivent prendre parti dans la vie politique intérieure, que ce soit en Égypte ou que ce soit ailleurs. La seule chose que j'ouvre entre parenthèses avec ce que Ali vient de dire, j'en doute que l'Arabie saoudite va changer de cap en ce qui concerne les frères musulmans et l'Égypte. C'est une chose qu'il faut vérifier. Pas dans le cas spécial de l'Égypte, mais en général, la vision du régime saoudien vis-à-vis des frères musulmans. Il faut le voir de près. Je ne crois pas que ça va changer très rapidement. Parce que, Une question sur Israël dans cette nouvelle donne régionale. Est-ce qu'Israël peut tirer son épingle du jeu dans cette colère qu'est en train de vivre les pays arabes tels que la Jordanie, tels que l'Égypte? Est-ce qu'on pourrait imaginer une alliance dont parlait Binyamin Netanyahou tout l'été avec ces pays-là face à Daesh? Regardez, face à un Moyen-Orient qui est en effervescence, c'est vrai. Les choses ne sont plus pareilles il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans. Je crois que la meilleure ou la plus intelligente position qu'Israël peut prendre, c'est de regarder de loin, de ne pas s'ingérer, de ne pas penser, à mon avis, ce n'est pas le moment pour cette coalition. Parce que cette coalition, elle n'est pas existante pour l'instant. Secondo, ils ont une difficulté, disons, de s'unir tous contre l'islam radical ou contre l'État islamique. Je ne crois pas qu'Israël, à ce moment-là, elle doit s'ingérer dans ces choses-là. Mais oui, il faut ouvrir les yeux très grands. Il faut se préparer, prendre, disons, toutes les précautions nécessaires pour que la sécurité d'Israël, de ses résidents et de ses citoyens, ne soit pas touchée. Ça, c'est légitime. Et pour renforcer ces alliances régionales, est-ce qu'Israël pourrait utiliser cette situation pour le faire?
Bon, je ne vois pas. D'ailleurs, Bibi avait la chance d'entamer une coalition, comme vous l'avez mentionné, après la guerre à la bande de Gaza, quand la haine contre les frères musulmans, dont fait partie le Hamas, était à son apogée. Le monde arabe qui a attendu voir des actes politiques envers les Palestiniens, envers l'autorité palestinienne par Benjamin Netanyahou a été très déçu par les actes que Bibi Netanyahou n'a pas pris. Donc, à mon avis, il a raté l'occasion. La grande question, Barbara, dans l'attente d'une stratégie internationale claire contre l'État islamique, ce qu'on voit, c'est une stratégie claire de la part de l'État islamique qui est en train de regrouper, qui est en train de former des wilayat. Ansar Bayt al-Maqdis, l'organisation djihadiste la plus importante en Égypte, prête allégeance à l'État islamique, et le Sinaï devient désormais la wilayat égyptienne de l'État islamique. En Libye, l'État islamique est en négociation avec les milices locales pour fonder, pour revendiquer les wilayat libyennes. Et pour le moment, il y a une stratégie, c'est de regrouper tous les milices islamistes sous le drapeau de l'État islamique. Barbara, juste très vite, il y a une petite fenêtre qu'Israël peut ouvrir. C'est la question de l'initiative arabe pour la question palestinienne. Ça, oui, ça, c'est disons, c'est modeste, et ça fait mal à personne et c'est bien. Si Israël peut rentrer, disons, de cette fenêtre-là, elle pourra attirer certains pays, comme vous le dites, les pays arabes modérés ou pragmatiques. Tout dépendra du prochain gouvernement israélien, effectivement, pour le faire ou non. On est en période électorale. J'aimerais attirer votre attention sur un autre sujet. Il s'agit du dossier iranien. On va retrouver tout de suite Mathias Inbar, qui se trouve au centre de Tel Aviv, où se tient la conférence annuelle sur la sécurité nationale. Bonjour Mathias. Alors, au cœur des discussions aujourd'hui, la menace nucléaire iranienne. L'heure de vérité approche avec cette date butoir. Le tout sur fond de tension entre Obama et Netanyahou sur cette même question. Oui, tout à fait, Barbara. Hier, les discussions se voulaient particulièrement en politique avec les grands ponts de chaque parti, notamment Moshe Ya'alon et Yair Lapid pour le parti du Likoud et le parti centré d'Yesh Atid. Aujourd'hui, les discussions vont tourner autour des relations stratégico-militaires, de la géopolitique dans la région. Et d'ailleurs, le premier thème du premier colloque donnera le ton de la journée, la couleur de ces discussions tout au long de la journée, avec est-ce que le monde a accepté un Iran nucléaire? La présence notamment de l'ambassadeur Dennis Ross, l'ambassadeur américain, l'ancien envoyé de Barack Obama au Proche-Orient. Bref, vous l'aurez compris, la date butoir avance du 24 mars, date butoir des négociations sur le programme nucléaire controversé iranien. Et il sera question du programme nucléaire iranien, mais également du voyage de Benjamin Netanyahou au Congrès, justement sur cette question du programme nucléaire iranien. Merci beaucoup Mathias Inbar. L'heure de vérité approche. Yitzhak Levanon, pour finir sur ce dossier nucléaire iranien, est-ce que Benjamin Netanyahou va pouvoir influencer, changer la donne avec ce fameux discours au Congrès? Le ministère des Affaires étrangères, il a rédigé un rapport et disons que les chances qu'on arrive à cet accord, ils sont minimes. Je partage ce rapport. Secondo, je crois qu'il y a un vrai problème avec les personnalités, que ce soit le président, le Premier ministre, avec son ambassadeur aux États-Unis. Oui. Il faut prendre ça en considération. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, Israël a désormais un nouveau chef d'état-major. Gadi Eisenkot est un général qu'on dit brillant et réfléchi. Le portrait du nouveau patron de Tsahal après un nouveau journal. Israël a désormais un nouveau chef d'état-major, Gadi Eisenkot, c'est son nom. Il officie depuis plusieurs mois comme l'adjoint de Benny Gantz. Benny Gantz, le 20e chef d'état-major d'Israël, a donc tiré sa révérence hier. Gantz a été largement apprécié comme patron de Tsahal ces 4 dernières années. Un chic type, c'est ce que disent même tous ceux qui l'ont côtoyé. Son portrait signé Maxime Pérez. C'est cette cérémonie à la Kiria de Tel Aviv, le quartier général de l'armée israélienne, qui a sonné la fin du mandat de Benny Gantz comme chef d'état-major et a officialisé la passation de pouvoir avec son successeur, Gadi Eisenkot. 4 ans plus tôt, le 14 février 2011,
C'est au même endroit que Benny Gantz s'était vu confier le commandement de Tsahal. Il hérite alors d'une armée remise en ordre de marche par le général Gabi Ashkenazi, sans se douter que ses capacités militaires seraient durement mises à l'épreuve. Sa première année restera marquée par la libération de Gilad Shalit le 11 octobre 2011. À sa descente d'hélicoptère qui le ramène de captivité, Benny Gantz salue le jeune soldat israélien avant de l'enlacer chaleureusement. Mais à Gaza, les bonnes nouvelles ne dureront pas. De janvier à octobre 2012, près de 800 roquettes et obus de mortier sont tirés sur Israël depuis le territoire palestinien. Le 14 novembre, Benny Gantz ordonne le déclenchement de l'opération Pilier de défense. L'offensive démarre de manière spectaculaire avec l'élimination d'Ahmed Jabari, le chef militaire du Hamas. Mais le mouvement islamiste a du répondant. Pour la première fois, Tel Aviv est visée par des tirs de roquettes. Malgré la mobilisation de milliers de réservistes, Benny Gantz n'engage pas d'opération terrestre. Si la bande de Gaza reste calme, si rien n'en sort, Gaza sera un endroit calme. Mais si les organisations terroristes recommencent leurs opérations, l'avenir y sera pire que maintenant. Quelques mois plus tard, Benny Gantz voit un nouveau front s'ouvrir à la frontière nord d'Israël. Alors que le régime d'Assad s'effondre, son pays met en garde Damas contre le transfert d'armes sophistiquées au Hezbollah. Le 6 mai 2013, plusieurs explosions secouent la capitale syrienne. D'après la rébellion, des chasseurs israéliens ont bombardé des entrepôts militaires. Ces raids sont les premiers d'une longue liste attribuée à Tsahal. Sur le plateau du Golan, Israël édifie une clôture de sécurité de 70 km et muscle son dispositif militaire. Le chef d'état-major Benny Gantz vient régulièrement booster le moral de ses troupes. Plusieurs attaques attribuées au Hezbollah viseront des patrouilles militaires, y compris depuis le sud Liban, sans toutefois créer d'escalade. Point d'orgue de ces tensions, la frappe menée à Quneitra le mois dernier, qui coûte la vie à Djihad Mournier, 5 autres membres du Hezbollah et un général iranien. Israël, en état d'alerte, craint alors le déclenchement de la 3e guerre du Liban. Des sueurs froides, Benny Gantz en aura tout au long de l'été dernier, marqué d'abord par la capture des 3 adolescents israéliens à Hébron, puis par l'opération Bordure Protectrice, une nouvelle fois face au Hamas palestinien. 50 jours de combat autour et à l'intérieur de la bande de Gaza, qui corneront quelque peu l'image de Benny Gantz, surtout après ses déclarations trompeuses, après un énième cessez-le-feu. L'été est chaud ici, mais l'automne s'apprête à lui succéder. Les pluies balayeront la poussière des tanks, les champs vont reverdir et la région sud redeviendra rutilante, dans le bon sens du terme, celui des anémones qui fleurissent et de la stabilité. Le calme va s'installer ici pour très longtemps. Pour ces hommes, Benny Gantz restera un vrai général israélien, toujours en première ligne sur le champ de bataille, comme ici à Gaza. Sans avoir failli à sa mission, il laisse derrière lui une armée affaiblie par des coupes budgétaires et des menaces toujours aussi inquiétantes aux frontières du pays. Et on va parler, Cyril, du 21e chef d'état-major dans un instant, son successeur, mais avant cela, encore un mot de Benny Gantz. Oui, un Benny Gantz loin de l'orgueil, de l'ego et des intérêts politiques, un chic type, comme vous l'avez dit. Et en ce sens, son successeur, Gadi Eisenkot, ne sera pas différent, puisqu'il est connu également pour son loyalisme et pour sa droiture. Alors justement, qui est Gadi Eisenkot? Alors Gadi Eisenkot, c'est le fils d'immigrés juifs marocains, issus d'une fratrie de 4 enfants. Gadi Eisenkot, et non pas Eisenkot, contrairement à ce que pourrait laisser penser la consonance ashkénaze de son patronyme. D'ailleurs, Eisenkot, les linguistes israéliens le disent, vient du mot berbère Azenkat, qui signifie en berbère précisément la gazelle. Il grandit dans la ville balnéaire d'Elat, dans le sud d'Israël, et c'est en 78 qu'il endosse l'uniforme. Alors il se taille une réputation de dur dans la brigade d'infanterie, les Golani, où il occupera toutes les fonctions de commandement. En 1994, dans la foulée des accords d'Oslo, l'état-major israélien lui confie la gestion sécuritaire de la Cisjordanie, une dure mission, avec pour mission d'empêcher les attentats palestiniens tout en tenant d'une main de fer les habitants juifs des implantations de Cisjordanie. Et puis en 1999, il est nommé aide de camp du Premier ministre israélien, Ehud Barak, qui détient également le portefeuille de la défense à la même période. À son actif, on retiendra d'ailleurs en 2000 le retrait du Sud-Liban, dont il fut l'un des principaux architectes, justement, aux côtés d'Ehud Barak. Et puis en 2006, il est nommé chef du commandement
commandement nord, ça a toute son importance, vu les défis sécuritaires qui l'attendent sur cette frontière. Donc il connaît bien cette frontière israélo-libanaise. Il a donc pris part même à la deuxième guerre du Liban. Et en 2013, il est nommé chef d'état-major adjoint. Donc il connaît bien l'état-major de Tzahal, il connaît bien ses dossiers. Voilà, Gadi Eisenkot qui entre en fonction. Ce sera donc, comme vous l'avez dit, le 21e chef d'état-major israélien. Alors, on l'a compris, Gadi Eisenkot, c'est un homme de poigne, mais pas franchement aventurier. Oui, c'est pas franchement un va-t-en-guerre, même s'il est connu pour ses faits d'armes. Pendant la seconde intifada, par exemple, il préfère lutter contre le terrorisme en privilégiant les arrestations plutôt que les éliminations ciblées contre les terroristes palestiniens. Et puis, il y a cette lettre, Barbara, qui date de 2010, qu'il adresse à Binyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, et dans laquelle il s'oppose à une opération israélienne autonome en Iran, à moins, dit-il, d'être prise à la gorge. Il craint en effet qu'une attaque contre la République islamique entraîne Israël dans une guerre dangereuse et qui anéantirait au passage la sacro-sainte alliance entre Israël et les États-Unis, une alliance qui, ces jours-ci, est mise à mal, comme on le sait. Alors, Gadi Eisenkot va être très occupé pour les 4 prochaines années. Quels vont être ses grands défis ? Souvenez-vous, Barbara, quand Benny Gantz entre en fonction il y a 4 ans, il dit la chose suivante. Enfin, il dit la chose suivante au sortir de ces 4 ans de mission, pardon. Quand je suis entré en fonction, dit-il, Moubarak était encore président d'Égypte. Le président Assad régnait sur toute la Syrie. La Libye et le Yémen étaient encore des États-nations. Et le groupe de l'État islamique n'était connu que d'une poignée de chercheurs au ministère de la Défense israélien, et encore, c'était un groupuscule très marginal dans le monde mondial, dans le monde du djihadisme. Alors à cette équation dont va hériter Gadi Eisenkot, il faut ajouter évidemment plusieurs interrogations, celles qui concernent l'avenir de l'autorité palestinienne à Ramallah. On sait que Mahmoud Abbas a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, d'où le risque d'un embrasement ou d'un nouveau soulèvement populaire en Cisjordanie. Et puis il y a cette érosion du soutien international à Israël et les relations exécrables avec les États-Unis qui pourraient mettre à mal, Barbara, la coopération sécuritaire entre Jérusalem et Washington. Et puis il y a aussi un budget défense qui est en souffrance, il faut le rappeler. Des entraînements sont menacés, les réservistes, la force des réservistes au sein de Tzahal est en train de s'amenuiser. Bref, la dissuasion, la force de dissuasion d'Israël est en train également de s'éroder suite à l'opération Bordure protectrice. Voilà des défis qui évidemment attendent Eisenkot. Et puis sur le dossier nucléaire iranien, évidemment, si tant est qu'à la date butoir du 31 mars, le groupe des 5+1 et l'Iran ne parviennent pas à un accord, il faudra réétudier l'option militaire israélienne face à l'Iran. Voilà. Juste un mot peut-être. Dès qu'un chef, sur Benny Gantz, pas sur Gadi Eisenkot, dès qu'un chef d'état-major est rendu à la vie civile, on s'interroge est-ce qu'il va faire de la politique, traditionnellement. Alors je ne sais pas si Benny Gantz se dessine vraiment à une carrière politique. En tout cas, c'est un homme très populaire. Et juste une petite indication, une anecdote. Son fils aîné, qui a 21, 22 ans, est membre du Parti travailliste. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, mais... C'est un indice, rappelons qu'il y a 3 années de probation pour les chefs d'état-major avant de pouvoir faire de la politique. Dans 3 ans, peut-être, Benny Gantz l'annoncera. On va parler politique. Justement, à J-28 des élections, eh bien, la campagne bat son plein. La petite bombe du jour va être lancée aujourd'hui à 16h par le contrôleur de l'État. Il doit rendre public cet après-midi un rapport sur les dépenses de la résidence du Premier ministre Netanyahou. Et pour en minimiser l'impact, eh bien, la Première Dame a ouvert les portes de cette fameuse résidence à Jérusalem à un architecte d'intérieur star de la télé israélienne. Alors Rudy, ça donne quoi? On se souvient donc de la vidéo Babysitter qui avait fait déjà beaucoup de bruit sur Internet. Alors là, imaginez François Hollande recevoir, un François Hollande en campagne qui reçoit Valérie Damido pour refaire l'intérieur de l'Élysée. C'est en gros ce qui s'est passé, c'est ce que vont pouvoir découvrir les téléspectateurs israéliens. Alors c'est Moshik Glamin, c'est un coach en décoration d'intérieur, un architecte qui a réalisé son émission de coaching dans la résidence officielle du Premier ministre à Jérusalem, rue Balfour. Alors l'émission n'a pas été encore diffusée, mais les extraits de 15 minutes quand même, qui ont été déjà mis sur le net, font un buzz incroyable en Israël. 425 000 vues hier soir, rien que sur la page de campagne de Netanyahou. C'est une opération de com, à n'en pas douter. Alors surprise, dans la vidéo, on découvre une résidence en mauvais état, à la grande surprise du décorateur d'intérieur aussi, qui est complètement terrifié par ce qui se passe. Je vous ai sélectionné quelques petits extraits. שלום, מה שלומך? בוקר טוב, איזה מרגש. תודה על כך שאני כאן.
שמח שאתה פה. תוכל לראות את הבית בכל התקלפותו. האמת שכן, זה נראה קצת מתקלף, אבל אני רואה שאתם בסדר בינתיים. קצת שונה ממה שמתארים בחוץ, זה אתה תראה לבד. הוא סובל מאותה בעיה של הבית. את נכנסת בהתחלה, זה נראה לך מרשים הספרייה, עכשיו אני קולט שהיא גם משנות ה-50. וכבר קופצים לי המזגן שתלוי לא קשור. מה זה? סליחה, כאילו מה זה? וילון בחדר הכי חשוב בבית. נכון, וואו. זה נראה כמו איזשהו של עובש. איך כאילו לא מתקשרים ואומרים חבר'ה להחליף וילון בשבוע הבא, להחליף ידיות לדלתות השבורות, לתקן את הרטיבות פה, למה לא מטפלים בדברים האלה? Voilà. Alors, vieux mobilier, porte qui grince, moisissure, tout s'y passe. Regardez la vidéo, on serait chez Cosette. Hein. Voilà, Sarah Netanyahou nous parle d'un tapis si vieux qu'ils étaient troués et que Benjamin Netanyahou, en recevant des chefs d'État, a demandé à leur garde du corps de se mettre sur les trous du tapis. Vous imaginez le drame. Pourquoi faire passer ce message, à votre avis? Vous l'avez dit, le contrôleur de gestion va rendre son rapport. Et puis, on est dans un contexte un peu tendu pour la famille Netanyahou, accusée d'avoir un train de vie trop élevé. Donc, évidemment, c'est une opération de com téléguidée. Je ne sais pas si ça fonctionne. En tout cas, ça a été énormément partagé. Ça fait énormément de bruit. Ça fonctionne, Dror, ou pas? Plutôt, puisque ce nouveau type de mode de communication avec ces clips qui sont diffusés sur Internet par le Likoud, mais on a l'impression véritablement que Benjamin Netanyahou et ses communicants sont passés véritablement maîtres dans l'art de gérer ce mode de communication avec des diffusions de clips qui font l'actualité, alors qu'ils sont parfois drôles et réussis, parfois très controversés, comme le dernier avec les militants du Daesh qui tournent à gauche. On a vu hier. Voilà, mais qui suscitent le débat, qui suscitent l'intérêt. Et les adversaires politiques de Netanyahou et du Likoud réagissent et ils ne sont pas à l'initiative comme le sont le Likoud et Netanyahou de ce genre de débat et de ce genre de... Justement, est-ce qu'on peut parler d'une stratégie de communication réussie où Benjamin Netanyahou finalement s'est fait attaquer pour les dépenses de ses résidences et il utilise en fait cet argumentaire comme une force finalement? Oui, tout à fait. Alors, un point peut-être sur le fond du problème. Sarah Netanyahou, dans un extrait du clip qui n'a pas été diffusé, montre la cuisine qui est dans un mauvais état. Et on a appris qu'il y avait une autre cuisine dans la résidence officielle du Premier ministre qui, elle, n'avait pas été montrée à Mouchik Galamine et aux téléspectateurs ou aux internautes. Fermons la parenthèse. Pour l'instant, toutes les attaques sur le mode de vie de Benjamin et de Sarah Netanyahou, notamment sur cette fameuse affaire des bouteilles consignées, n'ont pas porté atteinte au statut de Benjamin Netanyahou, au Likoud dans les sondages. Au contraire, on a eu l'impression que dans une partie de l'électorat israélien, dans l'électorat de droite ou de centre-droit, ces attaques personnelles ont eu pour effet de resserrer les rangs autour de Benjamin Netanyahou et du Likoud, peut-être aux dépens d'autres partis de droite. Donc, et donc en face, on en a conscience. Yitzhak Herzog, Tzipi Livni, l'Union sioniste, effectivement, ils vont porter le fer. Aujourd'hui, cet après-midi, quand le rapport du contrôleur de l'État sur les dépenses du couple Netanyahou sera publié, ils vont porter le fer sur ces questions-là, mais sans trop en rajouter et en insistant sur le fait que les vrais problèmes ne sont pas là. Que les vrais problèmes, selon le centre-gauche, selon l'opposition, c'est la politique économique, diplomatique menée par Netanyahou au cours de ces dernières années. Justement, est-ce que ça arrange Benjamin Netanyahou finalement qu'on ne se préoccupe lors de cette campagne que de questions superflues comme l'affaire des bouteilles et comme les dépenses de la résidence et qu'on ne touche pas aux vraies questions socio-économiques qui préoccupent les Israéliens? Probablement, encore une fois, puisque contrairement à ce que l'on pourrait penser, toutes les attaques sur le train de vie de Benjamin et de Sarah Netanyahou, et qui ne datent pas d'hier, depuis que Benjamin Netanyahou est au pouvoir, régulièrement des informations circulent sur la manière dont Sarah Netanyahou gère la résidence du Premier ministre, sur la manière dont elle traite les employés, les intendants. C'est pas nouveau sur le train de vie supposé fastueux du couple Netanyahou, mais elles n'ont pas eu pour effet d'éroder la cote de popularité. Benjamin Netanyahou n'est pas extrêmement populaire. Dans une partie de l'électorat israélien, elle est considérée comme le seul homme politique capable d'exercer les fonctions de Premier ministre. Et sur ces questions-là, donc, le débat autour du train de vie du couple Netanyahou n'a pas d'effet, ou en tout cas n'a pas d'effet délétère, ne nuit pas au statut de Netanyahou. Par contre, on va voir quel sera le contenu du rapport du contrôleur de l'État qui sera publié aujourd'hui. Il n'y aura pas, d'après les indiscrétions de la presse, de soupçons d'infraction à la loi, mais tout de même un rapport sévère. Et le contrôleur de l'État sera sévère dans ce rapport et ça peut être une arme pour l'opposition.
Merci beaucoup à tous les trois. À suivre, un mois après les attentats de Paris, eh bien, le climat antisémite continue de se détériorer en France et un journaliste israélien a décidé de mener une expérience, se promener dans les rues de la ville, arborant la kippa et un châle de prière. Les images font froid dans le dos. On les voit après un nouveau journal. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Un mois après les attentats de Paris, eh bien, la communauté juive ne s'est toujours pas relevée du drame de la porte de Vincennes, d'autant que le climat antisémite en France continue de se détériorer de jour en jour. On l'a vu ce week-end avec la profanation de ces tombes juives dans un cimetière du Bas-Rhin. On l'a vu hier avec cette petite phrase de Roland Dumas. Et on note qu'en 2014, eh bien, par rapport à 2013, les actes antisémites ont doublé. Miri, pas facile d'être un juif en France. Non, c'est pas facile et ce constat et également évidemment les attentats de Paris ont conduit le journaliste israélien Tzvika Klein dans les rues de Paris avec une kippa pendant 10 heures sans dire un mot et ça donne ça. Soufflez. Non, rigole, il mange pas de chien. Rigole, le frère. Il va se faire enculer ici, mon frère. Il va se faire baiser ici, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces images, Mireille ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, c'est pas évident quand on porte une kippa. Évidemment, quand ça se voit pas, j'ai envie de dire, ça va. Ça devrait aller. En tout cas, quand on porte une kippa ou le petit châle de prière, vous avez vu les petites floches qui dépassent, eh ben, là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, Tzvika Klein, le journaliste, était hier soir sur i24 News au micro de Jean-Charles Banoun et il disait avoir eu vraiment peur. Écoutez-le. C'était, oui, ça faisait très peur, c'était effrayant. Nous venons d'Israël et beaucoup de gens pensent qu'Israël est un endroit très dangereux, mais spécialement après les attentats de Charlie Hebdo et le Père Kacher, arriver à Paris avec une kippa sur la tête et se promener dans les quartiers les plus musulmans, dans les banlieues ou à Paris même, c'est quelque chose qui est sans aucun doute qui fait peur et qui est effrayant. Et je ne le conseille à personne. Évidemment, je ne me suis pas promené avec un drapeau d'Israël ou avec une pancarte provocatrice, mais en fin de compte, il y a une haine anti-juive. Il le souligne bien, hein, il n'est pas avec un drapeau israélien ni avec un calicot, il ne dit rien, il ne fait que marcher avec une kippa, donc il est étiqueté évidemment juif dans ces quartiers-là. Alors il n'est pas le premier à avoir mené cette expérience, on se souvient de ce journaliste dans les rues, au Danemark, dans les rues de Malmö, lui aussi a essuyé des insultes, des crachats, il a même failli être agressé physiquement et finalement il a quitté en courant les lieux où il se promenait, lui aussi ça a duré une dizaine d'heures, hein, cette marche silencieuse dans les rues on le voit à l'image, ce journaliste irlandais avec l'étoile de David autour du cou et la kippa sur la tête. Expérience plus ou moins similaire. Alors on le voit, hein, parlons de ce climat qui se détériore d'année en année. Ça a commencé à Toulouse en 2012, il y a eu Bruxelles en 2013 et puis Paris et Copenhague. Et on a envie de dire finalement que ces actes violents contre les Juifs sont passés à un autre palier. C'est passé à un autre palier parce qu'il y a eu effectivement, vous l'avez rappelé, ces attentats. Il faut rappeler également l'assassinat d'Ilan Halimi par le gang des barbares. Mais au-delà de ça, c'est le quotidien hein, des Juifs européens qui est difficile, en tout cas des Juifs dits visibles, hein, puisque quand on ne sait pas qu'on est Juif, c'est différent. D'ailleurs, le journaliste français Paul Amar est revenu hier soir également sur i24 News sur cette situation.
En quelques jours à peine, on a les trois faces de ce même poison. On a les agressions quotidiennes, et c'est incroyable, c'est édifiant ce que vous a raconté le journaliste, des agressions quotidiennes dans les villes de France. On a les assassinats de jeunes juifs, et on a, circonstance aggravante, des propos tenus par un ancien ministre de la République, par un président du Conseil constitutionnel qui déverse à son tour ce poison et qui donne en quelque sorte une onction ministériel ou respectable à cet antisémitisme, j'allais dire latent, il ne l'est plus. Alors parlons-en justement de cette phrase de Roland Dumas hier. Ben voilà, donc Roland Dumas a été interviewé sur BFM TV par le journaliste Jean-Jacques Bourdin. Et si on peut résumer, il disait que le Premier ministre français était sous influence juive. Regardez. Les socialistes, Manuel Valls? Comme une grande partie du socialisme français. Regardez un peu l'histoire des socialistes depuis la guerre d'Algérie. Hein. C'est quand même des socialistes qui ont fait la guerre. Il est sous influence juive? Ah, ça, probablement. Vous le pensez? Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord beaucoup sous l'influence de sa femme. Pourquoi dites-vous ça? Sous l'influence de sa femme? Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire, puisque c'est une réalité. Donc il s'est souligné que c'est un extrait que j'ai retiré évidemment de l'interview en elle-même et que juste avant il disait on connaît la femme de Manuel Valls, on sait que c'est une personne bien, 3 petits points. Enfin, voilà, donc évidemment c'est Jean-Jacques Bourdin qui pose la question, une influence juive, mais c'est pour mettre en avant quelque chose qu'il insinuait, que Roland Dumas insinuait jusque-là. C'est donc cette libération de la parole antisémite qu'on voit depuis plusieurs années, notamment en France. Hein, on se rappelle évidemment les nombreuses citations, déclarations de Dieudonné de ces spectacles il a été condamné à plusieurs reprises. Bon, pour le coup, c'est Roland Dumas qui parle, c'est un ex-ministre qui parle, ça prend ça légitimise, exactement. C'est ce que disait Paul Amar juste avant. Ça légitimise. Il faut savoir que c'est quelqu'un, donc Roland Dumas, qui a défendu Dieudonné à l'époque où tout le monde lui tapait dessus. D'ailleurs, on continue à condamner les propos de Dieudonné, mais donc c'est quelqu'un qui l'a défendu. C'est pas pour rien. Il a défendu la cause palestinienne aussi à de nombreuses reprises. Voilà, exactement. Avocat, exactement. Donc c'est pas une surprise finalement ces déclarations-là. Ça c'est une chose. Maintenant de le dire aussi ouvertement, j'ai envie de dire, à une heure de grande écoute sur une chaîne quand même qui est très regardée. Avant lui, il y a eu Jean-Marie Le Pen, vous vous rappelez, avec ce petit détail de l'histoire en parlant des chambres à gaz. C'était le début de ce processus de banalisation. C'est affiché FN, c'est peut-être moins choquant qu'un ministre socialiste qui le dit dans un climat tel en France. Mais c'est un point de départ. Donc il y a eu le point de départ, et puis de plus en plus, on a vu Dieudonné, on a vu Soral, et puis bien d'autres. Et puis il ne faut pas oublier également Bordure Protectrice, donc l'opération menée à Gaza par Israël qui a mené de nombreuses manifestations dans le monde entier et notamment en France où des slogans clairement antisémites, anti-juifs ont été proférés avec juifs dehors, hors de la France, mort aux juifs. Donc tout ça fait qu'on voit une réelle banalisation de la parole antisémite. Peut-être un petit mot aussi sur le rôle des médias et Bourdin qui le pousse peut-être aussi à dire cette phrase, voilà, pour alimenter la polémique et chauffer encore peut-être davantage les esprits dans ce climat terrible que vit la France. Vous avez souligné, hein, c'est ce climat après, un mois après les attentats, après la profanation, on va revenir du cimetière dans le Bas-Rhin. Évidemment, c'était peut-être pour l'envie du scoop. On sait qui on invite, certainement. On connaît le personnage, on sait quelles sont ses positions et effectivement, quelque part, on le pousse. Il l'a fait réagir au départ aux déclarations de Manuel Valls un peu plus tôt sur une radio française et c'est quand même Roland Dumas, quand on regarde du début à la fin de l'interview, c'est quand même lui qui embraye sur la femme et les influences de Manuel Valls. Jean-Jacques Bourdin n'a pas eu besoin de lui tendre la perche au départ. Il l'a fait tout Après, seul. Il a un petit peu poussé pour qu'il dise les choses clairement. Alors on écoute Emmanuel Valls justement. Exactement, on écoute. L'antisémitisme, madame, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une petite plaisanterie. Ce n'est pas le propos d'un homme dont on connaît le passé et les propos qui ne font pas honneur à la République depuis bien longtemps. Non. C'est un délit, c'est un acte grave dans ces moments-là. Et c'est toute la société qui doit en prendre conscience.
Voilà, Emmanuel Valls qui continue évidemment de condamner tous ces actes antisémites. Et un autre acte antisémite qui a eu lieu ce week-end, c'est cette profanation des tombes du cimetière juif en Alsace. Exactement, dans le Bas-Rhin, 300 tombes ont été profanées. Alors vous allez me dire, la profanation de tombes, c'est peut-être un petit peu moins grave que des insultes ou des attaques ou des attentats. Mais tout de même, c'est un symptôme clairement de ce mal qui sévit en Europe et en France. 300 tombes, ce n'est pas rien, c'est du jamais vu depuis 30 ans. Et ça touche beaucoup évidemment les personnes vivantes, comme cette membre de la communauté juive de Sarre-Union. On l'écoute tout de suite. C'est pas racontable ce qui s'est passé. C'est inquiétant. C'est toute la famille de mon mari qui est enterrée là. Voilà. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire le carnage. Ce ne sont que des pierres, mais voilà. Alors, on comprend évidemment l'émotion face à cette profanation des morts. Et on rajoutera juste que 5 interpellations ont été menées hier suite à cet événement. Il s'agit de 5 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Voilà, l'un d'entre eux s'était rendu à la police hier matin. Voilà de ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce climat antisémite en France. On en reparlera évidemment dans les jours et les semaines qui viennent parce que c'est absolument inquiétant. Merci beaucoup Myri. On passe en revue à présent avec vous, Betsabé, quelques titres de la presse internationale ce matin. Et on commence par l'Italie qui suit de près la situation en Libye. Oui, et pour cause, la Libye n'est qu'à quelques encablures seulement de la botte. Les djihadistes libyens ont menacé eux-mêmes. Nous sommes juste au sud de Rome. L'Italie est inquiète, comme le remarque The Independent en Grande-Bretagne, d'autant que cette progression de Daesh sur place ne fait que booster le nombre de réfugiés aux portes de l'Italie, un problème avec lequel Rome se débat déjà. Or, RFI souligne que les flux de migrants en provenance des côtes libyennes augmentent de jour en jour. Dimanche, des Érythréens auraient même été littéralement jetés à la mer par des milices libyennes. Alors, tandis que la presse italienne affirme 200 000 migrants seraient sur le point de quitter ses côtes. Alors, l'Italie est prête à envoyer des soldats, plusieurs milliers même, mais elle souhaite avant cela laisser la communauté internationale agir. Le temps d'intervenir n'est pas encore venu, a déclaré hier le président du Conseil italien, Matteo Renzi, qui souligne au passage que la communauté internationale a les moyens, tous les moyens nécessaires d'intervenir si elle le souhaite, soulevé par la Repubblica. Et on reste en Italie, Betsabé, mais là ça n'a rien à voir, c'est un éditorial que vous avez soulevé ce matin. On parle du film 50 nuances de Grey. Une fois de plus, l'Italie est certes le pays des machos, mais de là à s'identifier au personnage de Christian Grey, vous l'aurez compris, on parle donc du film Hot de l'année. Alors dans la stampa, Gianluca Nicoletti dénonce le triomphe de 50 nuances de Grey qui marginaliserait les hommes qui ne manient pas le fouet ni les instruments sadomaso. Depuis le film, la vie n'est plus la même, écrit-il, pour un homme civilisé et génétiquement réticent à infliger des souffrances physiques à sa partenaire. Inimaginable l'angoisse provoquée par les prestations de Mr. Grey pour quelqu'un qui a du mal, ne serait-ce qu'à lasser ses chaussures, et de plaider pour une campagne de sensibilisation pour la sauvegarde des hommes qui refusent de fouetter leur compagne, même par jeu. Je suis pour. Du sexe toujours, Betsabé, avec le procès du Carlton. DSK est poursuivi, est accusé de proxénétisme et on parle du volte-face de certaines parties civiles. Voilà, volte-face de certaines parties civiles qui retireraient leur constitution de partie civile. 20 minutes de conclure. Le combat judiciaire est peut-être gagné pour DSK, sauf que cette volte-face laisse quand même un certain malaise sur place, sur lequel insiste Le Monde d'ailleurs. Prenez par exemple ces témoignages des parties civiles, des dépositions accablante, écrit le journal. Ces termes, boucherie, abattage, violence sur les rencontres sexuelles, on aura compris en quelles ont participé ces femmes et l'ex-patron du FMI, des mots qui, rien n'y fait, ont égrené l'audience. Et puis il y a le réquisitoire aussi prononcé par Maître Daou, avocat de l'association NID. Maître Daou exécute pas moins DSK d'une formule destinée à se ficher dans la mémoire des phrases de ce procès. DSK, le Sardanapale des temps modernes, avec sa cour de serviteurs dévoués. Et on parle également ce matin dans la presse d'une application.
Voilà, alors ça vous est déjà arrivé dans la rue de tout à coup flasher sur le pantalon ou les chaussures d'une jeune femme et de pas oser lui demander où est-ce qu'elle les a achetées? Hyper souvent, moi je demande. Ben voilà. Alors pour les personnes qui n'oseraient pas demander, eh bien l'application iFind, ça s'appelle, vous permet de retrouver la dite fringue en magasin. Il suffit de la prendre en photo. Alors concrètement, pour retrouver des fringues en fait. Exactement. Pour retrouver ce vêtement de vos rêves, vous prenez soit en photo la personne qui porte le vêtement, soit la page de magazine où vous voyez le vêtement, et ensuite vous téléchargez la dite photo dans l'application en sélectionnant la zone à rechercher, c'est-à-dire pantalon, veste, chaussures, etc. La société disposerait déjà des catalogues de 500 à 600 marques. On imagine que ça va en plus augmenter. Voilà. Ça vous plaît, Myri? Ça me plaît, mais je me vois mal demander à quelqu'un, de prendre quelqu'un en photo que je connais pas. Je préfère alors aller demander. C'est sûr, évidemment, il vaut mieux demander. Myri, il faut vous mettre un peu au paparazzi. On finit avec la bague de Lady Gaga. Voilà. C'est l'info cruciale de la matinée. Je me suis dit que ça allait vous plaire. Je sais pas pourquoi Lady Gaga qui annonce ses fiançailles avec Taylor Kinney, mannequin de 33 ans. Vous ne le connaissez pas, c'est normal. Alors la chanteuse de 28 ans a dévoilé sa bague de fiançailles sur Instagram, un anneau serti d'un cœur. Vous allez voir ça tout de suite. Avec en légende de cette photo, il m'a donné un cœur, il m'a donné son cœur, excusez-moi, pour la Saint-Valentin. Et j'ai dit oui. Comme quoi, les romantiques, Lady Gaga? Oui, si vous le dites. Allez, merci beaucoup, Betsabe, merci Myri. À suivre, YouTube fête ses 10 ans. La plateforme de partage de vidéos a fait et défait les stars, créé de toutes pièces des phénomènes planétaires. YouTube, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Décryptage de ce géant après un nouveau journal. YouTube fête ses 10 ans. La plateforme de partage de vidéos a changé notre façon d'utiliser Internet. Elle a fait et défait des stars. Elle a créé de toutes pièces des phénomènes mondiaux. YouTube, c'est aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs. Rudy, on faisait comment avant YouTube? Je ne sais pas, j'étais pas né. Non, c'est vrai que le 14 février, ce n'était pas que la Saint-Valentin ou ce n'était pas que la sortie américaine de 50 nuances degrés, soit le plus beau jour de la vie de Betsabe. Non, le 14 février, c'était aussi donc les 10 ans de ce site, vous l'avez dit, qui a changé complètement la face du monde. YouTube, donc vous l'avez dit, 1 milliard d'utilisateurs chaque mois. C'est le 3e site le plus consulté derrière Google et Facebook. Alors à la base, il y a 3 anciens salariés, on les voit à l'époque, c'est des anciens salariés de PayPal dans la Silicon Valley en Californie. Alors ils imaginent ensemble une plateforme de vidéo en streaming. Pour être un petit peu technique, le streaming c'est une technique qui permet de ne pas avoir à télécharger entièrement une vidéo sur son disque dur pour pouvoir la regarder. Non, vous la chargez et vous la regardez en même temps. C'est donc ce qu'on appelle le streaming. Ça a facilité le fait de voir des vidéos sur Internet. Ils n'ont pas inventé le procédé, mais ils l'ont quand même popularisé. Alors la première vidéo, on va la voir. Elle a été postée le 23 avril 2005 et elle montre un des créateurs faire une petite blague. Il est au zoo et il dit que les éléphants ont une très grande trompe. On va regarder. Alright, so here we are in front of the elephants. And the cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. On remarque quand même déjà l'esprit YouTube, en fait, des vidéos sans aucun intérêt. Absolument, c'est vrai, mais c'est une vidéo... Et des animaux. Hein. C'est vrai qu'il y a déjà tous les sens de YouTube dans cette vidéo. Et donc voilà, c'est une vidéo historique. Alors ils ont été rachetés très peu de temps après le lancement. En 2006, 1,6 milliard de dollars par Google, qui a fait grandir l'entreprise. Alors c'est désormais un poids lourd des médias, et puis c'est même un média qui est bien plus fort que énormément de télévision. On en parlera après, mais YouTube finance désormais aussi du contenu, n'est plus forcément qu'un tuyau, qu'un créateur de contenant. Alors en quoi YouTube a changé nos vies finalement? Alors il a redéfini le monde des médias en plusieurs aspects. Alors en ce qui concerne justement les médias, YouTube a renversé le rapport. C'est désormais tout à chacun qui a
accès à un public qui a accès au monde. Hein. Vous l'avez dit, 1 milliard de personnes potentielles par mois qui regardent des vidéos de YouTube. On ne compte plus les chanteurs, les comédiens qui se sont lancés via cette plateforme. On peut citer en France, par exemple, la chanteuse Laurie qui s'est fait découvrir sur YouTube, ou Justin Bieber, opéré sur le net, Psy, le coréen avec son Gangnam Style, 2,2 milliards de vues, record absolu, ou encore l'humoriste Norman, hein, que vous voyez, qui a créé sa carrière. Norman fait des vidéos et qui a des millions d'abonnés, qui désormais fait du cinéma, a lancé sa carrière via ça. Autre aspect, celui de la publicité, c'est une aubaine pour les marques parce que elles ont vite compris que c'était un vrai support et elles adaptent. La cible est énorme, quoi. Alors la cible est énorme et elles adaptent leur pub à YouTube. À la télé, ça peut être 20-30 secondes. Sur YouTube, vous pouvez aller vers 1 minute et demie, élaborer des publicités plus longues. Et surtout, c'est quand même le seul cas au monde où le public fait le choix de regarder une publicité. Les gens vont aller cliquer sur une publicité. C'est un canal de diffusion qui est peu coûteux et qui est extraordinaire. Par exemple, la deuxième vidéo la plus vue sur YouTube en 2014, c'était la vidéo d'un équipementier de sport par rapport à la Coupe du Monde. Ouais. Donc c'est quand même dingue, les gens vont regarder des publicités sur YouTube. Alors on comprend bien cette démocratisation finalement de tous ces procédés médiatiques. YouTube, c'est aussi du journalisme à la portée de tous finalement. Le fameux journalisme citoyen dont on n'arrête pas de parler, ça a changé le visage de l'information. C'est un témoignage quasi immédiat de l'actualité. Là on voit des images qui sont venues d'Iran, on l'a vu lors des attentats de Charlie Hebdo, surtout dans les pays dans lesquels la presse est muselée, comme l'Iran, le Venezuela. YouTube permet de témoigner. On se souvient par exemple de la vidéo en Iran de la jeune Sakineh qui avait été assassinée lors de la vague verte en 2010, et bien qui avait provoqué l'émoi dans le monde entier et parlait d'une cause via ces vidéos souvent prises avec des téléphones portables. Et les exemples sont très nombreux. Donc c'est effectivement le journalisme citoyen, mais c'est aussi et surtout, dernier volet de ce qui a changé nos vies, la vidéo LOL, la vidéo drôle, celle qui est inutile, virale, qu'on se partage. Alors voilà, là vous voyez par exemple Keyboard Cat, hein, qui a été une des vidéos les plus inutiles, mais voilà, une des vidéos qui a été extrêmement vue. Alors je vais vous montrer une des premières vidéos de LOL. Hein. C'est un frère qui mord le doigt de son frère. Charlie. Absolument, Charlie, bah, vous le connaissez. On va regarder et puis après je vais vous poser une petite question. Ah! Oh! Ouch! Ouch! Ouch, Charlie! Ow! Charlie! That really hurt! Vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est trop mignon avec l'accent british. Charlie, pick my finger. Oui, mais on a malheureusement pas le temps, puis on a une magnifique chronique cinéma qui nous attend, mais vous pouvez aller sur YouTube pour vous refaire en boucle Charlie. Alors cette vidéo a fait 810 millions de vues, et devinez combien a gagné le papa? Je sais pas. 810 millions d'euros Non, 500 000 $ quand même de rétribution des recettes générées par les clics. Donc les auteurs ont une petite partie de ce qui est généré. Et donc là, évidemment, avec autant de vues, il a gagné 500 000 $. Et puis évidemment, je ne pouvais pas vous parler de vidéos de LOL sans vous montrer 10 secondes de ça. Mais c'est mon ami Grumpy. Mais oui, c'est l'original. Hein, c'est ce qui l'a rendu célèbre, ce regard d'amour. Donc voilà, c'était pour vous. Que ferait-on sans Grumpy? Qu'est-ce qu'il faut attendre, il dit, pour les 10 prochaines années de YouTube? Depuis quelques années, YouTube se structure de plus en plus, et YouTube n'a pas forcément vocation à devenir un vrai producteur, mais par contre, en 2012, par exemple, YouTube a lancé des chaînes originales dont les contenus sont produits par des producteurs indépendants. Il ne fait que les soutenir en leur apportant une avance sur recettes. Donc YouTube était un tuyau, un contenant. Il va de plus en plus s'investir dans le contenu, en tout cas le soutenir, puisque c'est ça aussi qui fait la renommée de YouTube, c'est la créativité de ce qu'on peut y trouver, le tout et le n'importe quoi aussi. Merci petit chat, et vous portez bien votre petit nom ce matin, plus qu'un autre. Allez, on revient en Israël pour parler de l'un des secteurs clés de son économie, même s'il affiche une discrétion par nature, le diamant. Et cette semaine, au cœur d'un congrès international à Tel Aviv, la bourse du diamant de Tel Aviv est l'une des places fortes de l'activité diamantaire dans le monde. Reportage sur place de Maël Benoliel.
Un marché pas comme les autres où chaque étal pèse à lui seul plusieurs centaines de milliers de dollars. Ici, pas de fruits ni de légumes, mais uniquement des diamants. La bourse aux diamants de Tel Aviv nous a exceptionnellement ouvert ses portes. La bourse aux diamants de Tel Aviv est la plus grande du monde et c'est ici, derrière moi, que tout se joue. Ils sont plus de 500 acheteurs à être venus du monde entier pour participer à la Semaine internationale du diamant. Pour la 4e année consécutive, pendant une semaine, acheteurs et vendeurs se retrouvent en Israël, un des 4 plus gros exportateurs de diamants au monde. Cet événement revêt une importance considérable. Le diamant représente pour Israël plus de 20 milliards de dollars par an, donc on est obligé de vendre nos diamants et là, les acheteurs vont pouvoir nous aider. Dans cette salle des marchés, acheteurs et vendeurs négocient sans relâche toute la journée. C'est un événement exceptionnel pour nous acheteurs. Être dans la capacité d'avoir accès à beaucoup de différents types de diamants, différentes tailles et variétés. Vous savez, nous recherchons toujours des nouvelles formes et des tailles particulières pour certains de nos clients. Et ici, nous pouvons acheter des pierres qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Cette semaine internationale du diamant est une super plateforme. Nous pouvons voir beaucoup de différents fournisseurs avec différents produits dans un seul et même endroit. C'est aussi l'occasion de faire des nouveaux contacts, mais moi je suis surtout ici pour acheter. Certaines pierres se négocient pour des centaines de milliers de dollars. C'est le cas de celle-ci. Un diamant de 17 carats négociable aux alentours du $1 million. Cette semaine nous permet de rencontrer des clients potentiels. Ils viennent des États-Unis, d'Europe ou d'Asie. Pour nous, connaître de nouveaux acheteurs est une chance. Il y en a aussi pour qui c'est la première fois en Israël et c'est bien de pouvoir leur montrer les capacités de ce secteur qui fait partie des leaders mondiaux dans son domaine. Un secteur qui a pourtant ralenti en 2014, mais les retombées de cette industrie n'en restent pas moins indispensables pour l'économie israélienne. C'est un secteur où des dizaines de milliers d'employés travaillent. Le diamant représente un quart de l'exportation industrielle d'Israël, ce qui représente énormément d'argent. 7 milliards pour les diamants polis et 4 milliards pour les diamants bruts par an. Donc c'est très important et cela a une valeur ajoutée significative. J'espère qu'on va continuer comme ça et se développer encore plus. Et le défi pour Tel Aviv, se maintenir comme une plateforme incontournable du diamant, malgré la concurrence féroce de New York, Anvers et Hong Kong. Et on va terminer cette émission parlant de cinéma. Laetitia, les sorties de la semaine avec vous. On démarre par le film le plus attendu aux États-Unis, c'est le dernier Clint Eastwood. Enfin, c'est le plus attendu en France. Ça a déjà fait un carton aux États-Unis. Il s'agit d'American Sniper. Déjà plus de 300 millions de dollars de recettes, tout de même. Aux États-Unis, c'est équivalent à 263 millions d'euros. Cette histoire basée sur une histoire vraie, celle de Chris Kyle, un tireur d'élite qui est chargé de la protection des marines en Irak. Au cours de 4 campagnes qu'il va y mener, va tuer, selon le Pentagone, 160 ennemis de l'Amérique. On regarde tout de suite en image et on revient sur la polémique qu'a créé ce film. J'ai un homme en âge d'être soldat avec un portable qui observe le convoi. À toi. Si tu penses qu'il signale des mouvements de troupes, tu as le feu vert. À toi de voir. Terminé. Peut-être qu'il est juste en train de parler à sa vieille. Il est descendu. Attendez, j'ai une femme et un enfant à l'extérieur à 200 mètres qui se dirigent vers le convoi. Ses bras ne se balancent pas et... Est-ce qu'on comprend, Laetitia, dans ce film, une position politique de Clint Eastwood? De Clint Eastwood. Alors, il est assez compliqué à décrire, Clint Eastwood. C'est vrai que tout le film se passe à travers ce viseur de Bradley Cooper, qui joue donc ce tireur d'élite. De la même manière que Clint Eastwood avait fait ce film, vous vous en rappelez, durant la Seconde Guerre mondiale, des deux points de vue, du point de vue japonais et du point de vue américain, le même film. C'est un petit peu la même chose ici avec Clint Eastwood.
Soud, sauf qu'il ne nous a pas donné une vision irakienne encore, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, ce film a définitivement divisé ses spectateurs. C'est-à-dire que d'un côté, on considère que c'est un film qui est complètement pro-guerre d'Irak, de l'autre côté, on considère que c'est complètement en fait l'inverse. Clint Eastwood, lui, est très difficile à décrire parce qu'on sait que c'est un conservateur qui est pour le droit à l'avortement, qui est pas contre le mariage homosexuel. Il trouve que les impôts sont trop chers. Il s'est exprimé contre la guerre en Irak durant la dernière campagne électorale. Et d'un autre côté, on l'a toujours aussi considéré comme le macho viril, patriotique et définitivement républicain. Donc c'est toujours, voilà, il est encore dans l'ambiguïté, Clint Eastwood, et il joue, je pense, de ça. Néanmoins, c'est tout de même un artiste reconnu comme artiste, un excellent jazzman et un excellent acteur, mais aussi un superbe réalisateur. Et c'est un film qu'il faut aller voir par curiosité, puisque selon moi, c'est définitivement pas pro-guerre d'Irak, c'est au contraire une vision différente de la situation. Puis un esthétisme toujours exacerbé, hein. C'est la patte Eastwood. Et puis des acteurs, Bradley Cooper qui est excellent dans le rôle et qui est nominé d'ailleurs aux Oscars. Autre ambiance, hein. Voilà, complètement. En France, ça s'appelle Bis et c'est le dernier de Dominique Farrugia. Voilà, le nouveau film de Dominique Farrugia avec Franck Dubosc et Kad Merad. La bande-annonce parle d'elle-même, on la regarde tout de suite. T'as vraiment des problèmes de riche, toi, hein? Ça allait trop vite. Profiter de rien en définitive. Oh putain, je me suis fait flasher! Oh putain, enculé de sa mère! Quoi? Moi, mes journées en ce moment. Tu sais que les serveuses, faut pas que les baiser. Faut aussi les payer. Je vous assure, tout le monde sera payé lundi. Même ceux que j'ai pas baisés. Oui, toi aussi. Je la prends quand tu veux, ta vie. Oh putain! Oh putain! Oh là là! Oh, ça faisait longtemps. Et donc, tu crois que les gens nous voient comme ça? Bah oui, j'imagine. Vas-y, mets-moi une gifle. Quoi? Comme ça, on saura si c'est vraiment nous. Les garçons, vous voulez petit déjeuner? Je crois qu'on est vraiment dans la... Voilà, c'est le gros succès annoncé de la semaine. On termine par votre petit intrus de la semaine. Oui, et mon petit coup de cœur, c'est Kingsman de Matthew Vaughn. Si vous vous rappelez bien de Colin Firth, qui était de la dernière fois dans le discours d'un roi. Voilà, il se retrouve à nouveau avec un roi, mais là, cette fois, c'est l'homme roi, Kingsman. C'est un film, en fait, c'est un film sur l'histoire. C'est une histoire, on va dire, d'un James Bond, sauce Tarantino, même si c'est pas Tarantino, c'est l'histoire d'un adolescent qui est recruté au sein d'une organisation ultra secrète d'espions internationaux. C'est vraiment un film à aller voir, le petit coup de cœur de la semaine, voilà, pour cette semaine de cinéma. Voilà, Kingsman, le britannique Kingsman. Merci Laetitia, merci à Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous. J'espère que vous êtes réveillés en douceur en notre compagnie. On se retrouve avec grand plaisir demain. Passez une belle journée. Portez-vous bien.